Je cite Ça c'était dingue de Michel. Ok, Bertrand vous a déjà un peu parlé de l'intelligence artificielle. Et ben, je vais vous dire que c'est une opportunité pour redevenir humain, ou pour devenir humain, ça dépend des gens. Pour ça, vous voyez le AI dans humain, Artificial Intelligence. Effectivement, on vit une époque fabuleuse. Ce qui est fascinant, c'est que l'intelligence artificielle nous questionne sur le propre de l'homme. Nous indique qu'il va falloir qu'on change un certain nombre de choses, et que jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure, on cherchait des robots. Et justement, avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin. On peut avoir des robots à notre service. D'où la différence à faire fondamentale entre les soft skills et les hard skills. Alors les hard skills, ce sont tous les savoirs techniques qu'on peut avoir. Comment faire une voiture, par exemple. Les articles dans un code civil, etc. à apprendre par cœur. Donc ça, ce sont les hard skills. Ce sont des données, des connaissances techniques qu'on va apprendre par cœur. Et vous avez ce qu'on appelle les soft skills. On a déjà parlé la dernière fois, dernière restitution, mais c'est très important de bien savoir que les soft skills sont l'avenir de l'homme. Soft skills, l'intelligence relationnelle, la créativité, l'empathie, etc., etc. Donc, l'intelligence artificielle est une opportunité pour que nous devenions ou redevenions humains. En fait, quelle est la place de la machine? La machine, il faut être clair, elle est plus forte que nous dans un certain nombre de domaines. Ces domaines se caractérisent par une vitesse rapide de propagation d'informations, une très grande masse d'informations et du rationnel factuel. Pour nous, il est clair que la machine est plus forte que l'homme sur l'analytique en masse, qu'il soit visuel, auditif ou textuel. Et il nous incombe de déléguer les tâches les plus chronophages et les moins nobles, on va dire, de la déléguer à l'intelligence artificielle, à ce que nous allons programmer pour notre bien-être dans l'avenir. Alors l'analytique de masse au niveau visuel, on le voit ça dans la médecine par exemple. Les chirurgiens peuvent tout à fait être aidés par l'intelligence artificielle pour détecter les tumeurs. On sait bien qu'un chirurgien qu'on voit le lundi à 9 h, le mardi à 18 h ou le samedi à 19 h, après 10 heures d'opération, ce chirurgien va faire des diagnostics un peu différents. La machine, elle n'a pas d'état d'âme. Elle va faire des diagnostics clairs par rapport à l'ensemble des données qu'elle a ingurgitées au niveau visuel. Au niveau auditif, vous avez un nouveau dispositif qui va être mis en place pour les appels d'urgence. Quand vous allez appeler un hôpital, notamment en Angleterre, une intelligence artificielle va détecter si vous êtes en risque d'arrêt cardiaque. Juste par votre voix. J'ai entendu. Eh oui. Eh oui, donc vous imaginez, vous avez quelqu'un qui va peut-être pas être compétent au bout du fil, hein, pas forcément capable de détecter qu'il y a un arrêt cardiaque possible, mais la machine va vous dire « Ah, attention, lui, il rigole pas. Lui, c'est pas quelqu'un qui a imaginé un arrêt cardiaque, c'est probable. » Et au niveau textuel, hein, vous avez le Washington Post qui a étudié les 100 jours du real Donald Trump en termes de tweets. Ça fait beaucoup de tweets déjà. Donc on a déjà besoin d'une machine pour les 100 premiers jours de Donald Trump. Imaginez à la fin du mandat. C'est pas possible humainement. Bon. Et si une intelligence artificielle peut comprendre ce qu'il dit, enfin, voilà, on verra bien. Mais c'était un gros sujet aussi, Donald Trump, au SXSW, le pays complètement fragmenté, façon puzzle. Et c'est vrai que textuellement, il y a beaucoup de choses à voir concernant Donald Trump. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intelligence artificielle a des limites. L'intelligence artificielle est le produit de l'homme avec le prisme de l'homme. 3 exemples. Premier exemple, soyons clairs, derrière l'intelligence artificielle, il y a un algorithme qui a été développé et créé par des humains. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'un chatbot a été créé par Microsoft sur Twitter. Il s'appelait Tai. Et il est devenu nazi en 24 heures. Négationniste, raciste, il n'aimait pas les femmes non plus, etc. En fait, c'était important de comprendre pourquoi ce chatbot avait fait sortir son essence raciste. C'est simple, c'est que les données qui avaient été intégrées dans l'algorithme étaient des données d'Américains des années 50. Donc avant la fin de la ségrégation. Donc avec des biais racistes. Donc il était normal que le chatbot soit raciste, puisque les données intégrées étaient déjà biaisées. Deuxième exemple intéressant par rapport au fait que l'IA est un produit de l'homme avec ses limites. Oui, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure aussi. Dans le jeu de Go, le meilleur joueur, c'est une intelligence artificielle. Ok, très bien. C'est simple de comprendre que dans le jeu de Go, l'ordinateur gagne parce que les règles sont très claires. Oui, c'est un jeu très complexe, mais qui se joue dans un périmètre bien défini. Et quand vous êtes dans un périmètre bien défini, la machine est plus forte que l'homme, parce qu'elle va trouver des combinaisons intéressantes, mais dans un contexte bien défini.
Elle ne sortira pas du cadre, en revanche. Troisième exemple, là vous voyez quelqu'un, petit indice, Bertrand l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous voyez qui c'est? Non? Je connaissais votre réponse. En fait, vous êtes une machine, vous dites quoi? C'est une immigrée indienne? Une immigrée pakistanaise? Un mannequin? Ou une entrepreneuse de talent? C'est en fait une entrepreneuse de talent qu'on a vue au SXSW. Elle est arrivée sur scène et elle nous a parlé de sa start-up qui est juste là pour mettre pour la fin de la faim, pour que les gens qui n'ont pas à manger puissent manger à leur faim. D'où jeu de mots, fin de la faim. Travail. Et c'est vrai que vous voyez, ça dépend des données que vous allez mettre dans l'algorithme. Tout dépend de ça. Il y avait une autre speaker qui a évoqué, pareil, elle disait, soit vous me considérez comme noir, 40 ans, mère célibataire, soit exécutive, travaillant dans un Big Four du conseil. Elle était chez Accenture. Tout dépend des données qui sont entrées dans la machine. À partir de là, vous allez avoir des réponses différentes, potentiellement des biais. Tout ça pour dire qu'en fait, être humain, c'est bon. Et même les humains les plus adeptes d'intelligence artificielle sont en train de le dire. Vous avez par exemple Elon Musk, dont on va parler ultérieurement. Même Elon Musk dit que les robots ralentissent la production de sa nouvelle Tesla. Ouh, les méchants robots. S'il y avait eu des humains sur sa chaîne de production, il dit que les résultats auraient été meilleurs. Parce que la machine, elle fait ce qu'on lui dit. Les humains auraient pu dire chef, il y a un problème là. Vous voyez le point? Ce qu'on appelle les soft skills. Le sens critique, la faculté de connecter les points différemment. Premier exemple. Deuxième exemple, excuse my French. Si vous avez une machine bête et méchante, elle va dire excusez mon français. À vos souhaits. Excusez mon français, mais en fait non, la machine ne dit pas à vos souhaits par exemple. Excusez my French. Excuse my French, c'est pas ça. En termes de traduction, c'est excusez-moi pour mon langage. C'est pardonnez mon langage. J'étais un peu grossier par exemple, donc excuse my French. La machine ne comprend pas. Et là c'est pareil, on est en contexte de grève SNCF. Regardez le Twitter, c'est du service public, merci pour la grève SNCF. Ah ben, la machine elle voit ça, elle dit génial, les trains sont bondés, et en plus la SNCF est remerciée. Bon, le second degré n'est pas non plus dans la machine. Mais il faut savoir que nous aussi, on a nos limites. Là, vous avez, c'est une étude qui a été réalisée par rapport aux juges. Quand est-ce que les juges étaient les plus cléments au cours de la journée? Et vous voyez que des fois, ils sont très cléments, des fois, ils sont beaucoup moins. Et quand ils sont beaucoup moins cléments, il y a une pause. Donc si vous êtes jugé, il vaut mieux être jugé après une pause. Ils sont plus cléments. Pourtant, les faits n'ont pas changé. Hein. C'est juste une perception, une interprétation. Tout ça va être différent dans la tête du juge. Donc si vous avez un juge, attendez qu'il fasse une pause et puis vous voyez après, quoi. Donc nous sommes faillibles. Oui, c'est vrai. Nous avons aussi nos limites. Mais il y a des solutions par rapport à ça. Dans les solutions à évoquer, vous en trouverez certaines dans le livre de Daniel Pink, très belle intervention aussi, sur le when. Il a compilé énormément d'études réalisées par des scientifiques, des universitaires, sur le quand. Et il renvoie aussi à la neuroscience. La neuroscience explique bien que dans la journée, vous avez 3 périodes. C'est une période de pic, une période où vous piquez un peu du nez, une période où vous retrouvez un certain niveau d'énergie. Quand vous êtes en pic, il faut faire l'analytique, de l'analyse. Quand vous êtes en baisse d'énergie, c'est l'administratif. Note de frais, par exemple. Et puis, quand vous reprenez de l'énergie, c'est la créativité. Déjà, une leçon, soyons clairs, ne faites pas de réunion à 9h du mat. C'est dommage de cramer votre énergie pour une réunion. Je dis ça, je dis rien. Souvent, c'est ce qu'on dit, c'est le matin, on se fait des réunions parce qu'on a le temps, on est frais. Non, justement, faites autre chose. C'est mieux par rapport à ça. Dans les points qu'il a évoqués aussi, c'est que nos compétences cognitives ne sont pas les mêmes dans la journée. Il y a des fluctuations. Et selon la nature de la tâche, vous avez des moments parfaits pour le faire. La slide qui m'a fait rire aussi dans sa présentation, c'était qu'il a été prouvé que le meilleur âge pour commencer à faire son premier marathon, c'est 29 ans. Ça m'a fait rire parce que c'est mon cas. Vous voyez, le when, il est un rapport au cerveau, il a un rapport à notre rythme, il a un rapport à notre culture, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à voir. Déjà, il faut mieux qu'on se connaisse, qu'on connaisse mieux notre cerveau, pour pouvoir faire que les robots et l'intelligence artificielle soient à notre service et pas l'inverse. Nous sommes encore à découvrir. Bref, devenir humain, c'est développer ses soft skills. Alors les soft skills, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là vous avez des exemples.
Négociation, créativité, donc la faculté de connecter les points différemment, la pensée critique, la résolution de problèmes complexes, la flexibilité cognitive, l'intelligence collaborative, l'intelligence émotionnelle, le jugement et la prise de décision. Soyons clairs, la spécialisation, c'est pour les insectes. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a la capacité de connecter les points, de sortir de périmètres définis. Nous sommes humains et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Les petits détails, en passant, apprenez à bien parler aux machines, parce que vous avez maintenant de plus en plus de millennials qui arrivent et qui disent pas bonjour à rien, parce qu'ils disent pas bonjour à rien aux machines. Ils disent pas merci ou autre. Amazon est en train de travailler dessus au niveau Alexa, pour que les enfants puissent remercier Alexa. C'est bête, mais vous vous rendez pas compte, c'est qu'on commence à parler comme à des robots entre nous. C'est dommage. Quelle coévolution entre l'homme et la machine? 3 exemples. Dans la santé, on prend l'exemple, désert médical, plus de médecins, plus de chirurgiens. Ben là, vous pouvez faire de la télésurveillance, de la télémédecine, il peut y avoir même des machines pour opérer les gens sous le contrôle d'un chirurgien à distance. La machine opère très bien avec une précision exceptionnelle. Le bras de la machine peut aller à 360, celui d'un chirurgien pas à 360. Enfin, il faut s'inquiéter s'il peut aller à 360 le bras d'un chirurgien. Au niveau de l'éducation, le travail qu'on a eu avant en termes d'éducation, c'était de fournir du hardware dans les pays africains, par exemple. Marie-Lou Jemsen a travaillé sur l'ordinateur à moins de 100 €, 100 $, par exemple, avec succès. Maintenant, on est sur le software. Le software avec de l'intelligence artificielle pour accompagner les apprenants et les apprenantes dans l'éducation. Les pilotes sans chauffeur, gros travail, effectivement. On dit, oui, il y a eu un mort avec Uber. C'est vrai, il y a un mort avec Uber. Donc, je fais juste le parallèle entre les biologiques et les robots. Les biologiques, il y a plusieurs milliers de morts par an en France à cause de l'alcool, de la vitesse et de la fatigue. La machine ne boit pas, elle est fatiguée, elle a besoin d'électricité, des fois on est d'accord, mais bon, c'est pas le sujet. Et puis au niveau, voilà, vous voyez le point, c'est que le problème c'est la conduite, c'est pas vraiment la voiture. Et le travail de la voiture sans chauffeur, c'est de faire que l'intelligence artificielle qu'on développe soit de plus en plus performante. Et je finirai par un hommage à Stephen Hawking qui a marqué mon chemin, on va dire mon cheminement, et qui disait que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Et c'est vrai que c'était brillant de dire ça. Opposer intelligence artificielle et intelligence humaine, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire que les différents types d'intelligence travaillent ensemble et de faire que le progrès technique, technologique et digital aille de pair avec le progrès social.